merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, Monsieur Prochasson, vous êtes directeur de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes également spécialiste de l'histoire politique et de l'histoire culturelle de la France au XIXe et au XXe siècle. Et vous avez notamment consacré beaucoup de vos travaux sur l'histoire de la gauche. Et c'est justement sur cette gauche que nous aimerions vous interroger aujourd'hui tous les deux. Qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui ? Historiquement, l'homme de gauche a été tantôt républicain, dreyfusard, anticlérical, puis socialiste et communiste. Le militantisme a été un trait distinctif de la gauche qui ne semble plus aujourd'hui associé à des questions culturelles. Donc, peut-on encore parler de l'union de la gauche à l'heure où les différents mouvements naissent et se séparent ? Tant de questions que nous aimerions aborder et que, je pense, votre regard d'historien croisé à l'expérience de Monsieur le Président, nous apprendrons beaucoup. Donc, je vous propose, Monsieur Prochasson, de peut-être prendre la parole quelques minutes et de clore votre intervention par une question à Monsieur le Président. Bien, merci beaucoup. Alors, votre biographie, pour être tout à fait honnête, manque de quelque chose qu'il faut que nous précisions, Monsieur le Président, puisqu'il m'est arrivé d'être conseiller du Président de la République. Alors, je n'avais ni passeport diplomatique, ni gyrophare. J'étais assez discrètement installé, mais au demeurant, j'ai exercé ce travail. Et je pense que si je fais allusion à ça, c'est parce que, tout en essayant de faire mon travail, j'ai toujours tenté de regarder un peu en historien ce qui se passait. Et avec le président Hollande, il nous est arrivé, trop rarement, à mon goût, je lui dis franchement, d'échanger sur l'histoire de la gauche, sur ce qu'était la gauche. Il lui arrivait d'inviter, de convier à sa table des historiens auxquels il posait un certain nombre de questions. Les historiens, en retour, lui avançaient leurs propres analyses. Donc je suis très content d'être là ce soir parce que, au fond, enfin, je vais pouvoir un peu échanger avec lui sur la gauche. Peut-être nous serons en désaccord complet, ce que j'espère un peu, parce que pour l'intérêt de la discussion, nous aurons sans doute plus de choses à faire valoir. Alors, comment dirais-je ? On pourrait partir, c'est un petit peu là-dessus que j'avais envie de démarrer, sur une phrase d'un... Il se trouve que je fais un séminaire sur le socialisme à l'École des hautes études en sciences sociales, et je parlais tout à l'heure d'un socialiste un peu oublié, très méconnu, ancien normalien, qui a été maître de conférence ici, professeur d'allemand, Charles Andler, qui est un proche ami du bibliothécaire célèbre que vous connaissez tous, Lucien R, mais moins connu que son ami, et qui disait la chose suivante: être socialiste, c'est avoir passé par une régénération intérieure totale et par une reconstruction de tout l'esprit. Alors je pourrais m'arrêter là et soumettre cette proposition à François Hollande, mais puisque vous m'avez sollicité, je vais un petit peu aller au-delà. Et puis vous proposer quelques remarques rapides comme cela pour voir au fond où nous nous situons, parce qu'on voit bien que la proposition d'Andler, elle ne répond pas tout à fait à ce qu'est un socialiste aujourd'hui, ni même à ce que peut être le programme socialiste aujourd'hui, si tant est que les socialistes aient encore un programme au sens très large, pas simplement comme un catalogue de mesures, mais une vision du monde en quelque sorte. Alors, j'ai envie de commencer par la remarque suivante. D'abord, c'est la question du rapport que la gauche en général, et les socialistes en particulier, ont avec l'histoire. Il faut bien faire le constat que souvent les socialistes ont moins réfléchi à l'histoire qu'ils n'ont eu un usage, comment dirais-je, un usage plutôt commémoratif ou célébrateur. La gauche a souvent plus célébré son passé qu'elle n'y a réfléchi. Et je pense que c'est une erreur importante, qu'elle paye au prix fort aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si on prend un peu de distance, alors je vais vous faire une vue très cavalière des choses, on pourra sans doute mieux comprendre le point où nous en sommes, et c'est un point, convenons-en, qui n'est pas très avantageux pour la gauche. Si en effet on réfléchit à ce qu'a été la gauche sur, allons, soyons larges, sur ces 200 années d'histoire, après la Révolution française. Il y a d'abord eu, la gauche, socialiste au sens très large, a pu se définir d'abord comme réorganisatrice.
D'ailleurs, les premiers socialistes du XIXe siècle parlaient surtout d'organisation. C'est ça leur grand mot. D'organiser une société. Oula, j'ai rien touché là. Je suis un peu technophobe, alors voilà. Aider, voilà, merci. Pourtant, la science et le socialisme doivent aller du même pas. Donc, de réorganiser une société qui avait été brisée par la Révolution et qu'il convenait de remettre sur pied. C'est donc, décidément, j'ai pas de chance, je pense que ce micro... Merci beaucoup. Jusqu'où va ma bonté? Oui, mais vous n'êtes pas rancunier, Monsieur le Président. Voilà. Merci. Donc, réorganiser la société, ça a été un premier mode de définition de soi. Il y a le deuxième temps, en quelque sorte, le deuxième âge, qui est lié évidemment à l'industrialisation. C'est-à-dire un moment où la gauche prend en charge, au fond, pour aller vite, la classe ouvrière, les dominés, ceux qui sont menacés par l'ordre capitaliste. Et le socialisme devient le parti de la classe ouvrière. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, je crois. Et cette longue phase, au fond, a porté le socialisme. C'est le socialisme de Jaurès, c'est le socialisme de Léon Blum, et de ces grandes figures du socialisme-là, qui ont un acteur historique, qui est le prolétariat, l'ouvrier, sous différentes figures. Et puis il y a eu un troisième temps, plus bref sans doute, où la gauche et le socialisme ont pris en charge en quelque sorte la libération des mœurs, à partir des années 60 et 70. Donc, réorganisation, le temps de la réorganisation, le temps de l'industrialisation et le temps de la libération des mœurs. Et à chaque séquence, me semble-t-il, la gauche pouvait se définir. Et puis, dans les années 80, il s'est passé quelque chose. C'est bizarre, ça s'est passé précisément au moment où la gauche était au pouvoir et installée longuement, durablement au pouvoir, y en étant chassée parfois, y revenant, etc. Et à ce moment-là, elle s'est en gros trouvée privée de ces caractéristiques-là. Privée d'abord de futur, c'est-à-dire d'une représentation du futur. Elle s'est trouvée privée de ces grands récits doctrinaux, à commencer par le marxisme, dont le socialisme avait fait son miel, mais aussi de notions comme le progrès, qu'elle a mis en discussion. Elle a plutôt versé du côté du relativisme, critiqué la raison. Et donc, ce fondement-là a disparu. Deuxième quelque sorte, démontage, il n'y avait plus d'acteurs historiques. Où était le prolétariat ? La société devenant plus complexe, les classes moyennes surgissant, se multipliant, la gauche s'est trouvée face à une difficulté de définition sociologique. Et puis, troisième déstabilisation, cette fois-ci, due à la fragilisation des institutions qu'il avait portées, les partis et les syndicats. Et nous sommes dans cette phase-là, peut-être au terme de cette phase-là, mais en tout cas, qui rend évidemment la gauche, vous voyez, au terme de cette histoire de 200 ans, dans un moment, je crois, particulièrement difficile. Et pour conclure, je pourrais prendre une image, au fond, si on considérait que toute cette histoire est une tragédie, je dirais comme dans la tragédie classique, il y a eu pour la gauche très longtemps une unité de temps, sortir de l'histoire pour faire le socialisme, pour sortir du capitalisme, une unité d'action, l'émancipation du peuple, et puis une unité de lieu qui était la nation. Et ces trois unités-là se sont aujourd'hui, je crois, effondrées, en tout cas, ont été mises en discussion. Alors voilà le bilan que je soumets au président Hollande en lui disant il est temps, comme le disait tout à l'heure mon ami Frédéric Worms, de renverser la courbe de l'histoire de la social-démocratie. Merci beaucoup. D'abord, sur le plan personnel, je suis heureux
que Christophe Prochasson ait pu enfin me poser des questions qu'il retenait depuis des années et qu'il n'avait pas eu l'occasion, durant sa présence à l'Élysée, mais il était absorbé par tant de tâches, de me soumettre. Mais nous avions déjà des échanges sur cette question-là. Quelle est la question ? Est-ce que la social-démocratie, est-ce que le socialisme en a terminé avec son projet, avec son histoire ? Est-ce que c'est la fin d'un cycle ? Est-ce que ce que pendant un siècle, des hommes et des femmes ont porté vient de trouver là, finalement, son accomplissement ? Est-ce que la social-démocratie, par ses propres réussites, l'État-providence, la libéralisation des mœurs, un modèle démocratique, a finalement accompli sa tâche, son destin, et qu'elle devrait laisser la place à d'autres ? Le problème, c'est à qui ? À qui ? À ceux qui se replient sur la nation en considérant qu'elle devrait être justement le cœur des politiques publiques et l'occasion de retrouver de la souveraineté. Ils sont à l'œuvre. Il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, en Europe, représentent cette thèse. Et il y a même aux États-Unis un leader qui se veut le leader de l'extrême droite à l'échelle du monde, recevant Bolsonaro pour même l'inviter à rentrer dans l'OTAN, ce qui, quand même, géographiquement, nous avait jusqu'à présent échappé. Mais, donc si le Venezuela attaque le Brésil, vous imaginez ? Nous serons obligés d'envoyer des soldats, peut-être par la Guyane, pour arriver à disperser ces malfaisants. Qui a dit, d'ailleurs, Donald Trump, ce qui m'a rassuré, parce que donc ça veut dire que le mot existe, qu'il fallait en finir avec le socialisme. Ah bah, ça tombe bien. Ça tombe bien, parce que c'est vrai qu'il faut toujours avoir des adversaires. J'en ai nommé quelques-uns dans ma vie, mais là, on en a un. Je ne parle pas de la personne, je parle de ce mouvement qui est le nationalisme, qui d'ailleurs a toujours été en face du socialisme. L'affaire Dreyfus en était un exemple, mais d'autres encore, et notamment l'entre-deux-guerres. Quel est l'autre modèle ? L'autre modèle, c'est le libéralisme tempéré, modéré, corrigé, qui viendrait nous dire que finalement, aujourd'hui, c'est le perfectionnement de nos mécanismes, de nos institutions qui peut devenir la règle et qui ferait que nous serions dans un libre-échange, là aussi corrigé, sans qu'il soit besoin de répartir les richesses ou de modifier l'ordre social. Et puis, il y a l'écologie, en se disant, finalement, aujourd'hui, la seule cause qui en vaille la peine, c'est la cause humaine. Si nous devons mourir faute de pouvoir respirer, vaut mieux être écologiste que socialiste. Parce qu'à long terme, comme disait l'autre, nous sommes tous morts. Donc si on veut éviter ce destin fatal, essayons de nous organiser différemment et de ce point de vue, allons vers les solutions quelquefois autoritaires pour nous protéger du désastre que l'humain provoque aux autres humains. Alors, il faut regarder la réalité en face. Il y a des mouvements dans la société française, mais aussi dans les sociétés européennes, c'est pour ça que la social-démocratie et que la gauche sont en difficulté partout dans le monde. Aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe. Et donc la cause du progressisme n'est pas quand même aujourd'hui celle que je pouvais connaître dans les années 70 ou 80. Alors quels sont les facteurs explicatifs ? Premier facteur, et Christophe Prochasson y est revenu, quelle est aujourd'hui l'identité qu'un citoyen pense qu'il peut ressentir ou exprimer ? Il y a encore quelques années, c'était une identité liée à la hiérarchie dans le travail. On pourrait dire une identité de classe. Je suis ouvrier, je suis employé, je suis salarié, je me reconnais dans cette situation sociale qui me donne finalement ma position, y compris politique. Aujourd'hui, et c'est très intéressant ce qui s'est passé ces derniers mois,
c'est plutôt une identité territoriale. Mon identité, c'est là où je vis, c'est là où je travaille, c'est là où j'ai mes modes de transport. Je me situe par rapport à, d'abord, ma position, non plus dans la hiérarchie, non plus dans la société, mais ma position territoriale. Ce qui explique qu'il y ait une fragmentation dans le pays, que par exemple, les banlieues n'aient pas suivi les gilets jaunes, et les gilets jaunes, les syndicats, etc. Chacun se détermine par rapport à ce qu'il pense être sa situation. Ça met en cause, finalement, toute la solidarité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de solidarité géographique, c'est les ronds-points en vallée d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de solidarité entre personnes qui vivent des conditions sociales comparables, mais il y a une solidarité qui paraît plus forte selon le territoire plutôt que selon la position dans la division internationale du travail. D'autant que le monde salarié a lui-même totalement changé. Avant, c'était des grosses unités, les grandes entreprises, on était fortement syndicalisés. Aujourd'hui, on est dans la logistique, on est dans le service à la personne. Quel est le lien qui s'opère ? Le socialisme était aussi lié, et là aussi c'est exact, à une forme d'organisation, l'organisation syndicale, l'organisation des entreprises, la démocratie locale, etc. Deuxième transformation, c'est que la mondialisation a atteint son point haut. C'est-à-dire que nous avons depuis 30 ans une mondialisation qui s'est marquée par les échanges, à la fois les biens, les marchandises, les services, la technologie aussi, puis les migrations, etc. Et on voit bien qu'on est dans une phase de repli de la mondialisation, de contestation, pas simplement de contestation comme on la connaît, sur les excès de la mondialisation, les déséquilibres sociaux. Non, on est dans une contestation de ce qu'est la mondialisation, c'est-à-dire finalement un système de dépassement des nations. Et c'est pour ça que là, les formes de nationalisme ont retrouvé de la force et quelquefois ont trouvé un soutien dans l'opinion. Donc on est devant, et parfois à juste raison, devant une contestation telle de la mondialisation qu'on revient vers l'État-nation. Or, l'État-nation, qui c'est vrai permettait le socialisme dans un seul pays, mais enfin ça n'a pas donné toujours des bons résultats, mais l'État-nation, par définition, est contraire à l'esprit socialiste. L'esprit socialiste, c'est l'esprit universel, c'est l'esprit d'ouverture, c'est l'esprit de liberté, c'est l'esprit européen, c'est les valeurs de régulation internationale, etc. C'est les institutions internationales. Bon. Troisième sujet, je l'ai évoqué, c'est-à-dire la question climatique plus forte que la question sociale. Finalement, ce qui compte, c'est la vie, et c'est pas simplement la réduction des inégalités. Sauf que lorsqu'il se passe des hausses de fiscalité, et que c'est considéré comme injuste, l'écologie n'apparaît plus comme la seule réponse. Alors, est-ce que face à cette situation, il y a une possibilité de régénération ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible que la social-démocratie mute pour devenir de nouveau l'espoir ou la solution ? À mon sens, il y a là aussi des conditions qui lui permettent. Première condition, le creusement des inégalités, ce qui est d'ailleurs assez amusant. Maintenant, c'est le Fonds monétaire international qui dit « attention, les inégalités se creusent ». D'accord ? Ce sont des grands dirigeants d'entreprise qui disent « attention », tout en ayant au départ procédé à une augmentation de leur propre rémunération, « attention, ça peut exploser ». Ah oui, ça peut exploser. Donc, la question des inégalités, pas simplement à l'intérieur d'un pays, à l'intérieur aussi d'un continent ou du monde, la question des inégalités devient une question majeure sur le plan politique. Or, qui peut corriger les inégalités ? Quelles sont les forces politiques qui ont cette volonté ? Je pense que la social-démocratie a à la fois une méthode et une finalité. Deuxième exemple de ce qui peut lui donner quelque espoir, justement par rapport à l'écologie. L'écologie, qui maintenant irrigue toutes les formations politiques, tous les discours politiques, c'est de savoir comment on la mène. Et il y a quelque chose qui appartient à la social-démocratie, c'est deux choses. La première, c'est l'idée du long terme, c'est-à-dire qu'il faut dépasser l'immédiat, le marché, etc. Il faut donner des signaux, voire même intervenir directement, la planification, qui retrouve quelques valeurs, quelques fondements. Il faut donc être capable de pouvoir se projeter à long terme pour savoir quel monde on veut,
et comment on s'organise dans une société, de manière collective, tout en respectant la liberté individuelle, ce qui est un principe de la social-démocratie. Et la deuxième question, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'écologie sans justice sociale, et donc sans que des individus puissent être sûrs que les efforts qui leur sont demandés pour préserver la planète sont justes et correspondent à un juste partage. Et là aussi, je pense que la social-démocratie peut donner des garanties. Troisième illustration, ce que je disais des territoires. Puisqu'on a des territoires très fragmentés, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a encore du commun? Est-ce qu'il y a encore un point qui rassemble celui qui habite la Lozère, celle qui vit à Sarcelles, celui qui est dans une métropole ou celle qui est dans un petit village ou une ville-centre? C'est ça la question. Qu'est-ce qui va faire qu'il y a quand même une communauté nationale d'abord, une communauté humaine? Qu'est-ce qui fait qu'on a quelque chose qui nous tient, qui justifie qu'on soit ensemble? Et ça, ce que la social-démocratie avait été capable de faire en protégeant sur les aléas de la vie, enfin en protégeant les citoyens des aléas de la vie, la vieillesse, la maladie, le chômage, c'était ça finalement une façon d'être social-démocrate. On voit bien qu'aujourd'hui, la question, c'est qui m'assure une forme de stabilité. Je ne parle pas de sécurité, de stabilité de ma vie, qui va me donner la certitude que tout au long de mon parcours, je serai accompagné, en tout cas, je serai toujours prêt à la mobilité qui est parfois nécessaire, au changement qui m'est imposé, pour m'assurer la stabilité. Et ça, je crois que les réponses sont également social-démocrates. Enfin, il y a le monde. Et à travers lui, ou à côté de lui, ou à l'intérieur de lui, plus exactement, il y a l'Europe. Là, on verra peut-être d'autres questions là-dessus. Mais le retour du nationalisme justifie qu'il y ait une grande bataille, comme elle a été menée dans d'autres époques, pour les valeurs universelles et pour des principes d'organisation de la planète. Et là aussi, je pense que la gauche a plus de réponses que d'autres à formuler. Je termine là-dessus parce que le socialisme était très attaché, vous avez raison, à la République. On a même dit que le socialisme en France était d'abord républicain, alors que la social-démocratie, par exemple en Allemagne ou en Suède ou dans d'autres pays, était d'abord liée aux forces sociales, etc., et à la question du travail. En France, c'est la question de la République. Si la social-démocratie connaît un épuisement et n'est pas capable de se régénérer, je pense que la République, en tout cas la démocratie, peuvent être en cause. C'est pour ça que je ne vous demande pas de défendre la social-démocratie, mais elle est une façon de défendre la République. Une des inquiétudes que l'on peut avoir aujourd'hui, dans votre génération, c'est de savoir si un jour l'extrême droite sera au pouvoir en France. Ce n'est pas une question virtuelle maintenant, ce n'est pas une question de cours, de scénario noir, de prospective. C'est une question qui doit être posée puisque c'est vrai ailleurs. Qui aurait dit qu'il y aurait un président d'extrême droite aux États-Unis? Donc, puisque c'est vrai, qui aurait dit qu'il y aurait des forces d'extrême droite en Italie qui seraient au pouvoir après ce qui s'était passé dans une période qui n'est pas si éloignée? Donc c'est la vraie question. Non pas pour dire qu'il faut faire peur, c'est pas ça la question. C'est dire quelles sont les forces politiques qui doivent redonner de l'espoir pour qu'il y ait d'autres solutions qui soient proposées. Justement, vous parlez de la menace de l'extrême droite et ça relie un point que je voulais aborder avec vous deux. Le Front National et notamment Marion Maréchal Le Pen s'est retiré un peu de la politique pour créer son école, pour former les futurs cadres du Front National. On parle de crise de la social-démocratie, mais est-ce qu'on ne devrait pas l'aborder aussi sous le prisme de la crise des partis politiques en général en France? Quand on voit que le Front National est en train de préparer ses futurs cadres dirigeants, est-ce que la social-démocratie ne devrait pas finalement en faire de même? Pensez-vous finalement qu'il faille y avoir des structures pour former les dirigeants des partis politiques aujourd'hui? Peut-être en dehors de l'école normale supérieure. En dehors de l'école normale supérieure. En fait, le parti était vraiment une école de la vie. Le Parti communiste et aussi le Parti socialiste qui vraiment ont formé ses cadres. On lisait Marx, on apprenait Marx. Aujourd'hui, effectivement, ça se fait moins. N'exagérons rien, hein, quand même. Est-ce que ça pourrait être une solution? Bon, alors, moi je suis historien, donc j'ai du mal à me projeter dans l'avenir, naturellement.
Mais je pense qu'on ferait fausse route si on se disait qu'on allait rebâtir. D'ailleurs, le président Hollande parle de la social-démocratie. C'est une entourloupe un petit peu parce que je ne suis pas sûr qu'en France, l'idée de social-démocratie soit si évidente que cela. On s'est accoutumé à avoir recours depuis quelques années à ce terme, mais même le président Mitterrand ne parlait pas de social-démocratie, il parlait de socialisme. Il parlait d'ailleurs c'est un autre âge, de rupture avec le capitalisme en 100 jours, encore en 81. Donc nous sommes devenus très très loin de ce monde-là. Et donc on s'est accoutumé à utiliser ce mot de social-démocratie qui désignait plutôt dans les années 60 et 70 la trahison de la gauche en référence à des modèles politiques tempérés, modérés et surtout fondés sur un modèle d'existence qui n'existait pas en France, sur une alliance forte entre le Parti socialiste et les syndicats, ce qui n'était pas le cas en France pour des tas de raisons, mais à commencer par une première qui était la faiblesse relative du syndicalisme en France, qu'on déplore régulièrement, mais qui est une affaire très très ancienne, qui remonte même à la fondation même du syndicalisme. Donc j'en reviens à votre question. Je pense qu'on se tromperait de route en disant, voilà, au fond, il n'y a qu'à faire du bouche à bouche à l'histoire et à réanimer les vieilles structures qu'on place dans un âge d'or où tout était merveilleux, ce qui est évidemment une façon inexacte et inadéquate de voir les choses. En revanche, et là je rejoins tout à fait ce que disait le président Hollande tout à l'heure, il est urgent d'en finir ou de freiner cette évolution qui nous conduit vers la société des individus et dans ce face-à-face terrible qui met d'un côté l'État et de l'autre côté les individus. Il est clair que, allez, retenons le mot, s'il doit y avoir social-démocratie, cette social-démocratie, elle est d'abord fondée sur l'idée de commun, de collectif, de corps intermédiaires, de tout ce qui rompt l'isolement de l'individu. Or, c'est une chose qui est un obstacle nouveau, car il me semble que le mouvement social auquel nous assistons est un mouvement social désinstitué, en quelque sorte, déconstitué. Et les modes d'action même sont des modes qui ne sont pas des modes d'existence collective, mais de coexistence d'individus les uns à côté des autres. Je suis frappé de voir, au fond, comment les personnes qui sont engagées dans le mouvement social ne se projettent pas dans l'avenir, mais sont écrasées dans leur présent. Et la façon même dont ils agissent sur ces fameux ronds-points, c'est moins une occupation qu'une habitation, c'est-à-dire une transformation immédiate du monde. Ce n'est pas le monde qu'on attend et qu'on prépare et qui va un jour advenir, ce qui était la façon de penser des socialistes, qui préparaient le monde futur, mais un monde qui doit être changé tout de suite, ici et maintenant. Et face à cela, évidemment, il y a des réponses spécifiques à apporter. Je pense que si le socialisme doit se relancer, ce que je souhaite le plus vivement du monde, eh bien, il doit aussi disposer d'une analyse correcte de la société. Je crois que le premier travail du socialisme aujourd'hui pour se reconstituer, d'ailleurs comme ça a été le cas, ne l'oublions pas, à la fin du XIXe siècle, je vais citer un autre ancien élève de l'école normale, Émile Durkheim, qui est tout autant le fondateur de la sociologie, enfin un des fondateurs de la sociologie, soyons modestes, et aussi quelqu'un qui réfléchit sur le socialisme. Et le socialisme est une sociologie aussi, en ce sens où il propose une analyse lucide de la situation pour pouvoir ensuite, évidemment, transformer le monde. Et je dirais qu'il faut travailler à cela. Or, il me semble que le socialisme et les forces de gauche en général ont un peu renoncé à ce travail d'analyse critique du monde social et du coup n'ont pas forcément les réponses adéquates, je ne dis pas qu'elles sont simples à trouver, mais à cette situation. Donc moi je dis que le premier temps de la reconstruction, c'est d'abord de faire un travail correct
et pas simplement un travail d'expert, c'est-à-dire on voit bien qu'au fond, la gauche, en général, et le socialisme en particulier, c'est un peu laissé emporter par l'expertise économique. L'économie l'a emporté au détriment d'autres savoirs, de l'histoire, de la philosophie, du droit, bref, de l'ensemble de ce qu'on appelle les sciences sociales, pour construire un projet politique sur quelque chose. On a réduit le socialisme à un économisme qui visait, c'était pas d'ailleurs tout à fait inutile, à une meilleure répartition des biens. Mais c'est pour ça que je citais en commençant la phrase de Charles Handler. Je veux dire que le socialisme avait aussi une ambition morale et philosophique, une ambition, presque une ambition religieuse d'une certaine façon, qui donnait du sens à l'action. Et une fois qu'on aura fait ce travail d'analyse correcte de la société, je pense que le deuxième temps, ce sera de donner du sens à notre vivre ensemble, en quelque sorte donner une direction à notre commune humanité. Justement, Monsieur le Président, quelle direction donner, d'après vous? Bon, quelques réponses quand même à Christophe Prochasson. Socialisme, social-démocratie, c'est un débat aussi vieux que l'idée elle-même. La social-démocratie, c'était ce qui relevait notamment des modèles où les syndicats jouaient un rôle et où les partis politiques étaient d'une certaine façon leur expression et les syndicats les courroies de transmission. Le socialisme, je l'ai dit en France notamment, avait un côté plus républicain. Alors que maintenant, la forme social-démocrate, quelquefois, moi je l'utilise pour dire ce qui unit les socialistes en Europe, pour ne pas compliquer les choses. Mais en France, ça a une autre acception, c'est vrai ce que dit Christophe. Je me souviens d'une conférence de presse où je devais être depuis 2 ans aux responsabilités du pays, et les journalistes me posaient la question, alors vous êtes socialiste ou social-démocrate? Bon, je leur faisais mon numéro, qui ne les intéressait pas d'ailleurs énormément, parce qu'ils n'avaient pas forcément la même culture que Christophe Prochasson. Donc je leur disais, mais non, la social-démocratie, c'est sur les organisations syndicales, etc. Non, mais dites-nous, vous êtes social-démocrate ou socialiste? Au sens où, si j'abjurais du socialisme, je pouvais encore être accepté dans l'ordre tel que nous le connaissons aujourd'hui des idées. Donc, je fais attention, la social-démocratie, ce n'est pas le socialisme de droite. C'est la social-démocratie telle qu'on l'entend à l'échelle européenne, en tout cas. Deuxième réflexion, c'est que l'entreprise qui a longtemps structuré la vie économique, bien sûr, mais la vie sociale et la vie politique a moins d'importance. Vous avez tous le souvenir de 1936 et même de 1968, ou même de certains conflits, où on occupe l'entreprise. Là, dans le mouvement tel qu'on a connu, on n'occupe pas les entreprises, on occupe les ronds-points. C'est très différent. On occupe l'espace public, on manifeste, mais on n'est plus dans le rapport conflictuel lié à la répartition ou à l'injustice ou à l'accaparement du pouvoir. Bon, donc, il faut en tenir compte. Le socialisme ne peut plus simplement être fonction des réalités du travail. Il doit bien sûr partir de là, de l'émiettement du travail, de l'évolution du travail, de l'individualisation du travail, des tâches. Troisième idée, c'est que rien n'est possible sans penser. C'est-à-dire, imaginez qu'il y aura une gauche qui pourra revenir mécaniquement, c'est fini. C'est fini. Il y a eu sans doute une paresse de la part de la gauche. Parce que comme il y avait la droite, on se disait, bon, le jour où la droite échouera, ça sera notre tour. François Mitterrand, il avait quand même attendu 23 ans pour y parvenir. François Mitterrand s'était mis dans une position d'opposition telle qu'il savait que le jour où il y aurait une alternance, et si le Parti socialiste était suffisamment fort pour l'incarner par rapport au Parti communiste, parce que c'était plus rassurant, il pourrait gagner. Donc il avait pris le programme du Parti communiste pour éviter qu'il puisse le concurrencer, et il s'était placé comme une solution d'alternance. C'est ce qui, finalement, a prévalu. Puis ensuite, les alternances qu'on a connues, notamment avec Lionel Jospin, puis ensuite avec moi-même, c'était des alternances où, finalement, quand la droite avait échoué,
Jacques Chirac faisant une dissolution, Nicolas Sarkozy se suffisant à lui-même. Donc ça a provoqué l'alternance. Bon. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, pas simplement en France, c'est fini ailleurs. Et c'est là que la question de la régénération se pose. Donc il faut de la pensée. Il faut essayer de comprendre ce qui se produit à l'échelle de notre pays, de l'Europe et du monde. Il y a quelque chose qui est en profonde mutation. Et dans les comportements individuels, et dans les technologies, et dans les rapports au travail, et dans le retour à une forme d'État-nation. Qu'est-ce qui se produit? Et on ne peut pas reconquérir sans cette pensée. J'ajoute, puisque vous avez posé cette question, que les partis politiques devraient avoir un rôle majeur. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de partis politiques, sauf le Front National. Regardez la situation. Vous avez à droite un parti les Républicains, qui est quand même la suite, pour les historiens, de l'UDR, des RPR, de l'UMP, c'est pas rien quand même, qui fédérait le gaullisme, le libéralisme et le centrisme. Ce parti est réduit maintenant à une fraction. C'est plus un grand parti, alors même qu'il a un réseau d'élus considérable. Mais c'est plus qu'une fraction, une sensibilité. Prenons au centre, la décision qu'a prise, c'était bien son intention et c'est respectable. Emmanuel Macron, c'est pas de créer un parti. Ça se verrait s'il y avait un parti en marche. Ça se verrait, y compris dans cette période-là, c'est-à-dire de formation de militants, d'expression forte sur le terrain, de capacité. Non, le choix qui a été fait, peut-être était-ce à l'époque le bon, mais enfin, c'est ne pas de créer une véritable organisation, avec une doctrine, avec des militants et avec une capacité de pouvoir aller convaincre. À gauche, c'est pas simplement l'émiettement, c'est qu'on refuse même l'idée du parti. Et du côté des insoumis, qu'on a du mal maintenant à classer à gauche quand même, du côté des insoumis, c'est l'idée non plus du parti, mais de l'homme qui incarne, comme il l'a dit lui-même, la République, la démocratie, le pays, tout ce qu'on voudra. Même s'il peut être contesté par un autre homme qui maintenant se dit finalement il n'y a pas de raison. Je fais du cinéma, je peux aller jusqu'au bout. Donc on voit bien que c'est plus une logique de parti, mais une logique de personne. On peut dire c'est la faute des institutions. Je ne suis pas sûr. Parce que les institutions, elles avaient quand même laissé une large place aux partis. Mais aujourd'hui, on peut dire, bon ben voilà, ce sont des individus, et puis on se dit, pour la prochaine élection présidentielle, peut-être il surgira au dernier moment une personnalité qui trouvera la solution, et tant mieux, pour devenir président. Moi, je crois aux partis politiques, mais à la condition que les partis politiques eux-mêmes fassent l'effort de se constituer comme tels. C'est quoi un parti politique? C'est d'abord une doctrine, une pensée. C'est ça le premier point. En étant socialiste, il y a quelques années, on se disait, on savait à quoi on croyait. Peut-être que c'était juste, peut-être que c'était pas juste, mais c'était une pensée, une explication du monde, une vision. Et puis, de l'histoire. Alors c'est vrai que quelquefois c'était un peu mémoriel, c'est-à-dire et Jean Jaurès, et Léon Blum, et François Mitterrand. Un jour peut-être que ça sera mon tour, donc j'en suis heureux, mais enfin pour l'instant ça ne prend pas le chemin. Donc il y avait ce côté mémoriel, bon, qui était sympathique et qui était nécessaire, parce que c'est une culture aussi la politique. Être dans un parti politique, c'est épouser l'histoire, c'est de savoir d'où on vient. Et c'est être capable, après, compte tenu des expériences du passé, bonnes, mauvaises, de pouvoir continuer. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce que la personnalité de Léon Blum, puisque Léon Blum était aussi dans cette maison, puisque maintenant il faut citer les personnes qui étaient dans cette maison, Léon Blum a été détesté, rejeté. Je ne parle pas de Léon Blum au procès de Riom. Je parle du procès que lui avaient fait les socialistes eux-mêmes, une partie en tout cas d'entre eux, à la fin de la Troisième République. Puis ensuite, même quand il est revenu de déportation, c'est très difficile pour lui de faire prévaloir la ligne qui était la sienne. Et d'ailleurs, il n'a pas été suivi.
Mais après, on a été dans la commémoration. Je termine, parce que je vois qu'il y a des questions. Et ce que je dis, c'est la pensée, c'est la formation, c'est le choix des candidats. C'est ça un parti politique. Et enfin, c'est aussi de pouvoir faire vivre la démocratie dans le pays. Et c'est pour ça que c'est très important. Et s'il n'y a pas de parti, il n'y a pas de capacité à pouvoir transformer un pays dans la durée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Prochasson. Vous pouvez rester tous les deux. On va maintenant pouvoir passer aux questions du public qui sont adressées à vous deux. Voilà. Donc, nous avons mis en place une plateforme dans le courant de la semaine dernière pour que le public vous pose ses questions avant même la conférence et le public a pu voter. Et voici la question la plus votée. La loi anti-casseurs vient d'être adoptée par le Parlement. Pensez-vous que cette loi est synonyme de recul démocratique? C'est une question de Pauline. C'est à M. Prochasson qu'elle est adressée ou... À vous deux. Je l'ai évoqué tout à l'heure, même si c'était sur d'autres sujets. Il faut que chaque loi puisse apporter un progrès ou répondre à une situation. Il y a suffisamment d'éléments dans les lois existantes pour répondre aux violences telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et il faudra regarder à l'expérience. La loi est votée, mais elle n'a pas été encore soumise au Conseil constitutionnel. Ça va venir dans quelques jours. Et on verra ce que le Conseil constitutionnel retient. Mais je pense que cette loi anti-casseurs, qui peut correspondre à une nécessité, en se disant ça casse, donc il faut une loi. Non, ça casse, on a déjà connu des périodes comme celle-là. On peut y répondre par des moyens efficaces, fermes, durs à l'égard des casseurs, sans avoir besoin de faire un certain nombre d'exceptions, notamment de rétention administrative. L'interdiction de manifester existe déjà. Moi, il m'est arrivé, que je vous l'ai dit tout à l'heure, d'interdire des manifestations ou des lieux où il ne pouvait pas y avoir de manifestants. J'ai affronté des violences. Vous vous rappelez ce qui s'est passé pendant la loi El Khomri, etc. On en a eu des violences. Mais on peut le faire avec les moyens du droit existant. On verra à l'expérience ce qu'il y a lieu de retenir. Alors, une question à laquelle peut-être vous pourrez répondre aussi, Monsieur Prochasson. Vous estimez-vous responsable de la déconvenue de la gauche, Monsieur le Président? C'est à M. Prochasson, oui, bien Monsieur sûr. le Président et Monsieur Prochasson, vous exprimez également sur le sujet concernant... Président, vous n'êtes pas solidaire, c'est mal. Oui, bien sûr. Je pense que lorsqu'on se... moi j'ai été militant socialiste pendant un certain nombre d'années, il y a très longtemps, jeune militant socialiste. Je pense que la question était vraiment... Oui, mais Monsieur le Président... Attends, vous Chacun a sa part de responsabilité. Oui. Mais oui. Ah, est-ce que François Hollande est responsable de la déconvenue de la gauche? Alors... Parlez sans crainte, maintenant, vous ne risquez plus rien. Non, mais je suis loyal et j'ai de la mémoire. Écoutez, non, je vais prendre la position de l'historien, puisque je crois que je suis convié en cette qualité-là. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans l'histoire de la gauche, c'est qu'on cherche toujours le responsable de la trahison. Le thème même de la trahison, avec François Hollande, il nous est arrivé d'en parler à plusieurs reprises, est un thème fort et qui accable la social-démocratie. La social-démocratie est, par définition, l'image de la trahison. C'est la trahison. Ça a commencé tout de suite. D'ailleurs, la première fois qu'il y a eu un ministre socialiste au temps de l'affaire Dreyfus, Alexandre Millerand, on a tout de suite dit qu'il trahissait. Il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur l'exercice du pouvoir. Car quand on exerce le pouvoir, on est forcément un traître, on est forcément quelqu'un qui renonce en quelque sorte à porter l'idéal exigeant du socialisme. Alors, comme le rappelait le président Hollande à l'instant, tous les grandes figures du socialisme ont été soumis à cette accusation-là. Même celle qu'on évoque aujourd'hui comme quelque sorte qui échappant à la malédiction, je pense à Jean Jaurès, qui est le saint parmi les saints, Léon Blum... mais il y en a qui sont plus maudits que d'autres, on va dire. J'espère que vous ne serez pas dans cette catégorie. Je pense à Guy Mollet, par exemple, qui a dû assumer une postérité particulièrement difficile. D'ailleurs, vous ne l'avez pas cité, alors qu'il a quand même incarné le socialisme pendant un certain nombre d'années. Mais François Mitterrand a été lui aussi
à partir de 1983, accusé de trahison, même si curieusement, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui invente une postérité, enfin du moins une mémoire posthume qui est d'un autre ordre. Donc, est-ce que François Hollande a plus trahi que les autres ? Je ne le crois pas. Il a trahi comme les autres, on va dire. Il est donc responsable comme les autres dans la mesure où il a accepté l'exercice du pouvoir. Et je crois que c'est là que la question se pose. C'est est-ce que dans cette culture de la gauche, on va pouvoir exercer le pouvoir sans donner le sentiment que l'on renonce ? C'est pas facile parce que on articule quand on est de gauche deux temps. Le temps de l'action immédiat, pris dans des contraintes terribles, et puis toujours cet idéal de transformation du monde auquel, je crois, on ne peut pas renoncer lorsqu'on est de gauche. Je crois que c'est cela qui définit le fait d'être de gauche et le fait d'être socialiste. C'est pour ça que moi je suis attaché à ce mot de socialiste. Je pense que socialiste, ça veut dire qu'on veut changer le monde et qu'il ne faut pas renoncer à cela. Alors quand on exerce le pouvoir, il faut articuler les deux choses et forcément, eh bien, on est responsable donc quelque part je pense que c'était le sens caché de la question de cette décomposition, de cette déconvenue, plus exactement. Donc je vais répondre à mon tour en remerciant Christophe Prochasson pour son plaidoyer. Il y a deux mots qui reviennent souvent lorsque la gauche accède aux responsabilités, surtout gouverne, et j'ai assumé cette tâche. Le premier mot, c'est la déception. On avait même inventé, avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, puis son premier mandat, l'expression « les déçus du socialisme ». Parce que la gauche, forcément, n'est pas à la hauteur de sa promesse. Elle peut l'être dans une forme initiale. C'est les formules qu'on a connues avec Léon Blum, les 100 jours, et les grandes lois qu'on a connues avec François Mitterrand, qu'on a connues aussi avec Lionel Jospin, aussi sur certains textes avec moi. Donc il y a une période où on agit conformément à ces engagements, et heureusement. Puis après, il y a la déception, qui tient d'ailleurs moins à l'exercice du pouvoir qu'à la réalité des résultats. Pour ce qui me concerne, c'était la question du chômage qui était la question première. Et puis arrivent d'autres thèmes, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, qui n'était pas dans mon programme, au sens où je n'avais pas proposé de faire 3 lois sur la lutte contre le terrorisme. Mais le deuxième mot, c'est la trahison. Et ce mot, il est toujours employé contre les socialistes par une partie de la gauche qui fait le procès. Et ce procès a été ouvert à toutes les époques. Léon Blum, traître. C'était ce que disait le Parti communiste à la fin du Front populaire. François Mitterrand, traître. C'est lui qui, finalement, a préféré l'Europe au socialisme. Lionel Jospin, d'une certaine façon, n'a pas été traité de traître. Reconnaissons-le. Mais enfin, l'éclatement de la gauche a fait qu'il a été écarté du second tour. Et moi-même, c'était quand même le procès, alors, finalement, c'est quand le changement ? Je me souviens de cette scène assez cocasse où c'était le premier été, j'étais à peine parti en vacances, je n'en fais pas ici de référence à quoi que ce soit, mais je n'étais pas parti en vacances quelques jours, et le gouvernement venait d'être constitué, le Parlement venait d'être, enfin l'Assemblée nationale d'être réunie. J'arrive à une foire, Châlons-en-Champagne, et la CGT avait organisé un comité d'accueil. Pas désagréable. Et la personne qui conduisait le rassemblement, pas encore agressif, me dit alors, c'est quand le changement ? Le changement, c'est tout de suite. Donc c'est ça l'idée, que la gauche va provoquer un changement rapide. Puis après s'en aller, c'est pas grave de ne pas durer. Le principal, c'est de faire, puis on s'en va. Et donc, la gauche doit faire l'apprentissage de la durée. Et elle a beaucoup de mal. Et c'est pour ça que je prends ma part, bien sûr, de ce qui s'est produit.
Mais je crois surtout que c'est la gauche qui n'a pas forcément confiance en elle-même. Il faut qu'elle assume ce qu'elle est. Et le problème de la gauche, c'est qu'elle n'a jamais complètement assumé. Enfin, je parle des socialistes. Et pour les avoir dirigés longtemps, je les connais bien, enfin, je les connaissais bien. Donc, ils n'ont jamais complètement assumé ce qu'ils sont ou ce qu'ils étaient. C'est-à-dire des réformistes, c'est-à-dire des gens qui allaient gouverner. Et ils étaient toujours sous la pression d'une partie de la gauche. Ça continue, en disant non, vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire, vous avez été tiède, mou, vous avez concédé, etc. Et pour ne pas déplaire à une partie de la gauche qui ne veut pas gouverner avec les socialistes, on dit oui, c'est vrai, je bats ma coulpe, c'est de ma faute, c'est ma très grande faute, etc. Eh bien non, il ne faut pas à un moment battre sa coulpe. Il faut plutôt mettre ses poings en situation de combat plutôt que de se frapper soi-même. Et le jour où les socialistes comprendront que leur adversaire, ce n'est pas eux-mêmes, mais ce qui se passe dans la société, ils auront là fait un progrès pour la régénération. Merci, Monsieur le Président. On va maintenant ouvrir aux questions de la salle. Donc, il y a un micro qui va passer. Et si vous pouvez répondre peut-être un tout petit peu plus rapidement, comme ça on peut donner la parole à plusieurs personnes dans le public. Monsieur le directeur, Monsieur le Président de la République, bonsoir. L'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel, assiégée à l'aube, voit s'épanouir enfin les pétales. L'acte que vous avez accompli, Monsieur le Président de la République. Je voudrais vous en remercier. Vous avez parlé de déception, vous avez parlé de trahison. Je voudrais vous en remercier pour ce qu'elle représente une preuve que la gauche sait aussi être belle. Elle sait aussi être le synonyme de valeur. Merci, en un mot. Je voulais vous interroger sur le climat, je voulais vous interroger sur les listes Place Publique, Parti Socialiste Nouvelle Donne, dont vous avez déjà dit quelques mots en faisant une référence à l'instant. Mais finalement, votre dernière intervention, enfin celle d'avant, m'a amené à changer ma question. Quel livre nous recommanderiez-vous, l'un et l'autre évidemment, pour l'histoire de la gauche ? Je cite souvent celui que j'ai lu il y a quelques semaines maintenant, et qui est sur une histoire d'amour, qui est celle de François Mitterrand à travers les lettres à Anne Pinjot. Et en même temps qu'il vit cette histoire d'amour, c'est au milieu des années 60, ça commence en 63, 64, il fait le parcours qui va le conduire jusqu'à la présidence de la République. Puis ensuite, les lettres sont moins nombreuses, parce que la vie sans doute est commune. Je ne viens pas là-dessus. Mais tout ce parcours, moi, m'a saisi, parce que c'est le parcours d'un élu local, d'abord. C'est le parcours d'un dirigeant politique parfois seul, parfois entouré et accompagné avec le Parti socialiste. Et c'est un dirigeant qui ne renonce jamais et qui décrit ce qu'est la vie politique à cette période. Donc ça, c'est une histoire du socialisme de la Ve République. Ça s'arrête, bien sûr, à la fin du mandat de François Mitterrand. Donc voilà, moi, ce que je trouve intéressant, ce sont les histoires humaines qui font que ce que l'on croit impossible peut advenir. C'était impossible d'imaginer que la gauche puisse arriver au pouvoir avec le gaullisme, avec la droite telle qu'elle était. Ça s'est fait. C'était impossible d'imaginer l'union de la gauche avec un parti communiste qui était l'un des plus puissants d'Europe et qui était lié à l'Union soviétique. C'était impossible d'imaginer qu'il puisse y avoir des mesures aussi fortes que celles qui ont été prises. Eh bien, ça s'est fait. Et c'est pour ça que c'est au-delà de l'histoire personnelle, c'est une histoire de la gauche telle qu'elle peut aujourd'hui encore s'écrire, c'est-à-dire que l'impossible est possible, à condition d'être tenace, à condition d'y croire, à condition d'être capable d'être accompagné, d'être entouré et de se donner cet objectif d'offrir à un pays, ce qui était quand même l'essentiel, l'alternance et des réformes qui ont duré.
Donc voilà, moi je pense, si vous avez du temps, vous pouvez lire ces lettres, qui sont des lettres politiques. Moi j'ai proposé 2 livres plus austères, qui vous emportent moins, mais parce que, comme le disait François Hollande tout à l'heure, parce qu'il faut encore croire aux idées, et que la régénération du socialisme passera aussi par les idées. D'abord un livre parce qu'il ne faut pas oublier que le socialisme est une affaire européenne, mondiale aussi. C'est le grand livre d'Axel Honneth, L'idée socialiste. J'en profite pour dire d'ailleurs que l'École des hautes études a invité Axel Honneth au mois de juin dans sa conférence annuelle Marc Bloch. Et ce sera une conférence importante sur laquelle il livrera une réflexion sur l'idée de solidarité, qui peut être un moyen de régénérer le socialisme. Et puis un autre livre, aussi important, je crois, face aux défis actuels, qui est le livre qu'ont co-signé le philosophe Bruno Carcenti et le sociologue Cyril Lemieux, qui s'intitule « Socialisme et sociologie », qui détaille ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire comment le socialisme et la science sociale se sont rencontrés et se sont adossés l'un à l'autre. Merci beaucoup. Une autre question peut-être ? Merci. Bonsoir Monsieur Hollande. Je voulais vous poser une question sur vos ambitions électorales futures. Je suis moi-même adhérent du Parti Socialiste et alors je voulais vous demander si vous comptiez vous présenter à la mairie de Tulle. Je sais que vous avez acheté une maison là-bas il y a quelques mois. Moi-même, je suis corrézien aussi. Et donc, je me demandais si vous vouliez prendre la mairie à Bernard-Combe, si vous vouliez faire un pied-à-terre peut-être là-bas et si vous avez des ambitions électorales dans les années à venir. Merci. Donc, je salue le corrézien, le socialiste et l'élève qui veut savoir si je vais redevenir ce que j'ai été. C'est-à-dire j'ai été maire de Tulle. J'ai été député de cette ville, de circonscription qu'il embrassait pendant 30 ans. Et je pense qu'il ne faut pas forcément repasser par les mêmes lieux. Je suis propriétaire à Tulle. C'est là que j'ai pensé que l'investissement immobilier était le plus rentable. Donc, j'ai fait cet acte justement pour dire à toutes ces personnes qui m'avaient soutenu que je venais vivre avec eux le temps que je suis à Tulle, une fois ou deux par mois, mais que je voulais justement leur montrer que mon attachement n'était pas lié à un mandat politique. Parce que je n'étais pas corrézien. Je suis arrivé en Corrèze en 1981, parce qu'à ce moment-là, personne ne voulait se présenter contre Jacques Chirac. Et puis, finalement, je suis resté dans le département, et beaucoup ont pensé que je venais pour briller des voix, pour chercher une légitimité, ce qui était vrai, pour chercher un soutien. Et je voulais leur montrer, par cet acte d'être avec eux, parmi eux, que j'étais reconnaissant pour ce qu'ils m'avaient donné, sans briguer quoi que ce soit localement. Et en plus, il y a un très bon maire de Tulle qui a été mon assistant parlementaire, qui a été mon adjoint, enfin bref, qui est un très, très bon maire. Voilà, mais si vous avez d'autres lieux, peut-être que je pourrais regarder, mais pour l'instant, donc, je n'ai pas d'ambition.